Heureux de vous savoir à l'écoute et bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je me demande comment recréer du lien entre des enfants que tout sépare, et il faut dire qu'en France, l'origine sociale est l'un des déterminants les plus forts de la réussite scolaire parmi l'ensemble des pays de l'OCDE, et mon invité a choisi d'agir là-dessus dès l'école primaire dans sa ville, Marseille. Bonjour Marion Chapulu. Bonjour, bonjour Simon. Tu es la fondatrice de l'association Citizen Corps et je te reçois parce que tu as créé le Grand Bain, un programme qui jumelle des classes de primaire des quartiers populaires et des quartiers dits riches, des quartiers qui a priori tout opposent et qui portent bien son nom, l'opération Le Grand Bain, car il s'agit de faire plonger dans la même eau des enfants qui sinon ne se croiseraient jamais ou quasiment jamais. Alors depuis 2021, plus de 2800 enfants ont sauté le pas. Alors on va parler dans cet épisode de cette ségrégation sociale qui commence dès l'enfance. On va voir comment fonctionne ce jumelage très concrètement. Tu nous diras ce qui se passe quand ces deux mondes se rencontrent et on se demandera si la mixité sociale est une utopie ou un cap qui permet d'avancer en France. Mais d'abord, vous le savez, en début d'épisode, je m'intéresse toujours au parcours de mon invité. Marion, d'où ça vient chez toi cette envie d'agir sur cette fracture-là? C'est une bonne question. Ça n'a pas forcément été mon parcours personnel depuis l'enfance, parce que moi je viens de Paris, d'un quartier plutôt bourgeois, où j'ai fait des études plutôt bourgeoises, parce que j'ai fait une école de commerce, pour pas la nommer l'ESSEC, où je me suis quand même retrouvée dans un milieu que j'ai trouvé assez violent en fait, à plein d'égards, parce que les années 90 dans les écoles de commerce, déjà, la mixité, de genre est compliquée, hein. Être une femme, c'est pas forcément, simple, et où il y avait effectivement très très peu de parcours différents, ou en tout cas des gens qui, le revendiquaient pas de façon, ouverte. Donc je pense que déjà ça m'a marquée, et puis après je suis partie, aux États-Unis pendant 2 ans. Et c'est vrai que je pense que quelque part les États-Unis, ça m'a marqué parce que c'était quelque chose de beaucoup plus revendiqué. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le fait de venir d'un autre milieu social, c'est très valorisé, même si le modèle américain et la réussite américaine, j'en parlerai pas, c'est pas le sujet, mais a fait long feu. Mais je crois que il y avait quand même quelque chose dans la façon de parler des minorités. J'avais 27 ans ou 26 ans, de parler des minorités de race, des minorités de genre, qui était très fort. J'étais encore dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma et de la télé à l'époque. C'était des récits. J'ai suivi des cours de gender studies, de qu'est-ce que c'est de se revendiquer d'une race, etc. Donc ça m'a beaucoup imprégné en fait. Donc je pense que c'est venu de là, et de revenir ensuite en France, 2001-2002, dans le milieu du cinéma et de la télé, où ça restait quelque chose de très peu évoqué en fait. On restait quand même dans des choses très policées, avec des gens qui étaient dans ce milieu-là, aussi toujours, voilà, à la tête des grandes sociétés. C'était des énarques ou des polytechniciens. Enfin, je veux dire, dans le milieu de l'audiovisuel, quoi. Ouais, ça a été un peu un choc, en fait, de me dire, mais en fait, on ne parle pas de ces sujets-là, et on fait comme si tout était, voilà, conforme à une certaine norme, et que ça devait rester comme ça. Et puis, j'ai switché de l'audiovisuel. J'ai travaillé pendant 7 ans un projet américain d'ailleurs que j'ai implanté ici, qui s'appelait Rockcore, où on donnait 4 heures de son temps pour un concert exclusif. Et là, ça m'a sauté aux yeux, quoi. En 4 heures, il y avait des jeunes de quartiers compliqués qui se retrouvaient avec des jeunes qui étaient en école de commerce comme moi à l'époque, et qui mettaient un t-shirt le même, qui travaillaient ensemble pendant 4 heures, et qui du coup plaisantaient, rigolaient, et se retrouvaient au concert ensemble. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est formidable, c'est ça qu'il faut en fait, c'est, ces moments-là, c'est cette simplicité-là de relation». Ça veut pas dire qu'on devient amis, hein, même s'il y en a qui sont devenus copains, mais ça veut dire que tout d'un coup, il s'installe un respect, pour l'autre, pour sa parole, pour sa capacité à s'intégrer dans un projet commun, et que derrière, on le célèbre. Parce que moi, ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était ce concert derrière, où tout d'un coup, explosion de joie d'avoir fait quelque chose ensemble et tout. Je me disais: «Mais ça aussi, on le fait pas assez, quoi». Voilà. Et donc, de tout ça est née, l'envie de monter l'asso en 2016, quand Record s'est arrêté.
et de me servir de toutes ces expériences pour en faire des vraies expériences d'apprentissage. Parce que tout ça, ça restait quand même dans le domaine, et c'est très bien par ailleurs, hein. Moi, je crois beaucoup aussi à l'entertainment et voilà. Le transformer en expérience d'apprentissage un peu plus structurée. Et c'est comme ça qu'on a créé Citizen Core, que l'on est, voilà, on a fondé d'abord un programme qui était plutôt destiné aux ados, qui était inspiré d'un programme anglais. Et puis, j'ai travaillé sur le service national universel, qui s'est transformé en, bon, un échec. Je pense que ça n'a pas été pris en main par les services de l'État. Et donc, j'ai eu envie de rester du côté associatif. Et c'est comme ça qu'est arrivé Le Grand Bain en 2021. Faire des choses ensemble, se réunir, et en toile de fond, l'apprentissage. On va aller dans le détail de ce programme, le Grand Bain, programme pédagogique qui se déroule dans des écoles primaires, donc dès le plus jeune âge. En élémentaire, les enfants ont entre 6 et 11 ans, en gros, à cet âge-là. Alors justement, pourquoi cet âge-là? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là de la vie qu'on ne pourrait peut-être plus rattraper plus tard? Il y a des études sur le développement du cerveau de l'enfant et la façon dont à un moment se met en place des barrières cognitives sur l'altérité. On voit bien, nous on le voit déjà dans le grand bain, entre le cycle 2 qui est le CP, CE1, CE2 et le cycle 3, les CM1, CM2 qui vont être ensuite ceux du collège aussi en sixième. Il y a vraiment une facilité de contact et d'ouverture sur les cycles 2, les CP, CE1, CE2, qu'on voit bien en CM1 déjà, qui est dû aussi au développement du cerveau de l'enfant, qui fait qu'à un moment, on se rend compte qu'on est soit dans un certain environnement, avec une certaine norme qu'on nous impose et qu'on a envie de la respecter, et que du coup, les ségrégations commencent à se mettre en place, et en tout cas, les stéréotypes commencent à se mettre en place. Donc, c'est vraiment la charnière qui, au collège, en plus, est renforcée par tout un tas de choses, parce que le collège, en France, renforce pour plein de raisons les ségrégations scolaires, et il y a un évitement de la carte scolaire qui est encore plus fort qu'au primaire. Donc en plus, on est moins exposé à partir du collège en général à de la diversité. Mais au primaire, ça commence déjà à se construire, et ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, la carte scolaire et la ségrégation scolaire se renforcent, et que la ségrégation scolaire, en tout cas les inégalités scolaires, se construisent à partir de l'école primaire et se renforcent. Il y a 10% de plus chaque année en termes d'écart qui se creusent entre les enfants de classes sociales différentes. Donc, quand en plus on les met dans des écoles différentes, bon, bah là. Donc, vraiment, le primaire, c'est un âge charnière pour beaucoup de choses, hein, et c'est aussi un âge où ils peuvent commencer à comprendre et à réfléchir là-dessus. Sur le cycle 2, les plus petits, il y a plus des traces sur la curiosité, développer la curiosité d'autres pratiques, la mobilité, sortir de sa classe, de son environnement, aller voir d'autres quartiers, comprendre que la ville est à son échelle un endroit de découverte aussi. Sur les CM1, CM2, on commence complètement à rentrer dans le principe de, OK, comment on commence à respecter la différence, comment on construit un esprit critique. Parce qu'évidemment, ils sont imprégnés de ce que leur milieu, leur environnement, leur famille va leur inculquer. Donc, comment on se détache un peu de ça. Et c'est un appétit qu'ils ont de cette réflexion, et qu'on peut nous nourrir avec ce programme. L'altérité, on va voir que c'est en toile de fond hein, de tout cet épisode, mais concrètement, alors c'est vrai qu'il y a, même dans le débat public en France, une notion qui est apparue, celle selon laquelle la France était un archipel, l'archipel français, une nation multiple, mais divisée, avec une société de plus en plus fragmentée, y compris avec donc des conséquences politiques. Mais concrètement, sur le terrain, bah, ça se traduit comment dans les écoles, chez toi, à Marseille? Qu'est-ce que tu observes quand tu vas bah, dans les différents quartiers? Parle-nous un peu de cette deuxième ville de France, telle que tu la vois à hauteur d'enfant. Marseille, donc moi je m'y suis installée en 2020, donc ça va faire 7 ans. J'avais déjà habité là-bas 2 ans en 2012-2014, donc et puis mes grands-parents ils sont enterrés, donc je la connais un peu, et en même temps c'est pas ma ville de naissance, hein, donc je la vois avec un œil à la fois très affectif, parce que je trouve que c'est une ville qui laisse pas indifférent. Et d'ailleurs il y a des gens qui la détestent et il y a des gens qui l'adorent, hein. Elle est fragmentée, mais ça depuis toujours, parce qu'en fait, il y a des villages à la base dans Marseille. Donc, c'est 101 villages. Et donc, on le sent très bien quand on se balade dans Marseille, des petits noyaux villageois qui sont restés très présents. Donc, du coup, en fait, la fragmentation, elle est liée déjà, je pense, à la topographie de la ville et à son histoire.
Euh, et puis après, ce qui est très particulier, mais pas si particulier que ça, parce que comme on regarde comment le Grand Bain peut intéresser d'autres villes, et c'est le cas parce qu'on est contacté par d'autres villes, mais il y a de la ségrégation sociale dans toutes les grandes villes, hein, qu'elles soient françaises ou étrangères. Après, elles s'organisent différemment. Et ce qu'à Marseille, comme par exemple Strasbourg ou Montpellier, on parle de grandes villes, mais il y a aussi des plus petites villes, hein, comme Nîmes, où il va y avoir de la fragmentation dans le centre-ville. Il va y avoir des quartiers, et à Marseille, c'est frappant, puisqu'on va se retrouver à Noailles ou à Belzunce, qui sont des quartiers centraux, et qui entourent la Canebière, qui est le lieu un peu emblématique connu de Marseille. Ils sont parmi les plus pauvres d'Europe. Belzunce, dans le troisième, c'est le quartier dit le plus pauvre d'Europe. Enfin, voilà, quelle est l'étude? Parfois, c'est toujours un peu, mais enfin, en tout cas, c'est excessivement pauvre. À Noailles, il y a le quartier où l'immeuble s'est effondré. Donc, je veux dire, en plus, il y a un problème de bâti, d'entretien Et alors que juste à côté, il y a le septième arrondissement avec en Dôme où s'installent, pas les nommer, plein de Parisiens qui arrivent et qui sont plutôt assez aisés. Voilà, la mairie, c'est la mairie du 1-7. Donc, il y a à la fois le premier avec Noailles et le septième avec Andoum. Donc, c'est complètement imbriqué les uns dans les autres. Ça, c'est assez rare, en fait, enfin, c'est assez rare. Ça met en avant une très, très forte diversité. Après, j'en parlais avec des Parisiens. Le 18e arrondissement est un peu comme ça à Paris, hein. Il y a le 18e, il y a le 19e, voilà. Mais c'est plus des arrondissements. Il y a eu le premier pendant longtemps, hein, qui était comme ça aussi à Paris. Donc, je veux dire, voilà, on retrouve ça. Mais à Marseille, c'est assez flagrant, ça apparaît tout de suite. Des fortes disparités de revenus en centre-ville, mais aussi entre le nord et le sud de la ville. Le sud et l'est de la ville aussi, donc des quartiers riches, des quartiers moins riches, des quartiers bourgeois ou des quartiers bobos, chacun a ses appellations. Mais évidemment, chacun le sait, une grande diversité sociale dans nos quartiers en France. Alors, entrons dans le concret, le grand bain. Si je suis une classe qui participe, qu'est-ce que je vais vivre tout au long de l'année? Et ça commence par quelque chose de très simple, presque à contre-courant de notre époque. Ce sont des lettres. Les enfants s'écrivent avant de se voir. Qu'est-ce que ça change, ce temps de correspondance, dans la manière de se rencontrer ensuite, parce qu'après, ils se rencontreront. En vrai, ouais. Alors, on est parti, bon, d'abord, avant de s'écrire des lettres, il y a toute une partie qui est un peu invisible, mais qui est la partie que l'équipe, en particulier Laura Pesson, qui travaille avec moi, fait de manière de plus en plus savante. C'est comment on jumelle des classes. C'est quelles classes on jumelle. Donc, quel écart sociaux. On travaille avec les indices de position sociale qui sont publics aujourd'hui dans toutes les écoles, hein, privées, publiques. On peut avoir l'indice de position sociale. On va prendre des indices de position sociale élevés avec des indices de position sociale faibles. On va travailler aussi avec l'appellation quartier politique de la ville, hein, qui est une appellation publique qui vient du ministère de la Ville. Mais on va faire ce jumelage avec des enfants de même niveau, donc CP avec CP, CM1 avec CM1. Donc, une fois qu'on a jumelé les classes et surtout les enseignants, parce qu'il faut voir que les enseignants ont un rôle primordial, c'est-à-dire que pour nous, le sujet, c'est pas de se substituer à leur rôle, c'est au contraire de leur redonner un pouvoir d'agir dans cette question de la citoyenneté qui aujourd'hui est quelque chose qui est assez absent pour eux et je pense qu'ils ont besoin de retrouver ce pouvoir d'agir sur en fait un peu comme les hussards noirs de la République à une époque sans cette connotation guerrière, mais ils luttent pour ça et en fait je pense que beaucoup retrouvent du sens, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent dans nos études d'impact, retrouvent du sens à avoir cette capacité-là à rassembler des enfants parce que c'est un lieu de socialisation, l'école, et c'est un lieu où on va construire sa citoyenneté. Bref, les enseignants vont s'emparer du programme, nous on va les accompagner avec des outils pédagogiques, et les enfants vont s'écrire, et c'est important de s'écrire parce qu'en fait c'est un temps, la rencontre elle se fait petit à petit. Elle est obligée de s'organiser cette rencontre, c'est pas quelque chose d'évident, on va pas mettre des enfants, regardez nous adultes, si on commence à vous mettre avec des gens qui sont indifférents de vous ou de que vous connaissez pas, vous n'avez pas forcément la formule magique pour commencer à dire ah, on va discuter. Voilà, voilà. Il y a quand même un temps de curiosité, de connaissance de soi aussi, parce que ces enfants-là, ils apprennent aussi à se connaître en posant des questions. Donc, on a plein de formules de lettres. Ils vont s'écrire. Il y a des facteurs à vélo qui vont traverser la ville. Donc, pendant 3 mois, ils font des centaines de kilomètres. En plus, Marseille, ça monte, ça descend. Donc, c'est des gens qui aiment bien se faire les mollets parce que c'est pas des vélos électriques. La plupart, c'est des fans de vélo. Donc, ils font ça avec grand plaisir et ils sont accueillis comme le Père Noël dans les écoles avec les courriers. Et donc, c'est un moment de commencer à se connaître, à se rencontrer, à imaginer un peu la vie de l'autre. Donc, on fait aussi fonctionner l'imagination, mais aussi la curiosité et la connaissance de soi.
qu'est-ce qu'on demande à l'autre et qu'est-ce que ça veut dire sur soi, parce qu'on se connaît mieux aussi à la confrontation de la différence c'est comme ça qu'on s'interroge, c'est un processus cognitif. Et une fois qu'ils sont écrits pendant 3 mois, ils vont se rencontrer début décembre. Alors ces enfants, deviennent des correspondants, comme, ça existe depuis, je sais pas combien de temps, on va dire depuis très longtemps, mais des correspondants dans la même ville. Tu disais des facteurs à vélo, apportent le courrier, c'est-à-dire que quelques kilomètres seulement les séparent. Mm. À partir de décembre vient le temps des rencontres physiques, des activités communes. Ce sont avant tout des enfants qui se rencontrent ou est-ce qu'on voit tout de suite un choc des mondes apparaître lors des premières rencontres? Qu'est-ce que tu observes? Alors, on l'accompagne cette rencontre, hein. C'est vraiment pour nous le point principal, c'est que d'ailleurs, on a créé ce qu'on appelle une pédagogie de la rencontre. Donc, l'idée, c'est qu'avec ces courriers, ils sont déjà préparés. En fait, ils ont une certaine excitation à se rencontrer pour la première fois. On appelle ça les Olympiades de la rencontre. Donc, on leur dit, bah, c'est pas simple. Vous avez le droit de trouver ça compliqué et on va pas vous mentir que voilà. Mais donc, c'est un jeu qu'on met en place avec plein de rituels. Donc, on est vraiment sur la question du rituel, le rituel de se dire bonjour, de se découvrir. On y va progressivement et on sait qu'on a plusieurs mois devant nous pour que les choses arrivent. Donc, il n'y a pas de forcer la rencontre. Il y a des enfants avec qui ça va être hyper évident, qui vont se lancer tout de suite dans le grand bain. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le grand bain, comme tu disais tout à l'heure. Mais voilà, il y a 10 000 façons d'apprendre à nager. Chacun le fait à son rythme. Et donc, ces Olympiades, c'est vraiment un moment de jeu et on le place sous le sceau du jeu et de l'envie de faire des choses ensemble, mais de manière très ludique. Il n'y a pas encore cette idée de projet qui va arriver ensuite, de monter un projet commun pendant les 5 mois qui suivent cette première rencontre. En général, cette première rencontre, elle se passe hyper bien parce qu'elle est accompagnée. On a nos partenaires associatifs avec lesquels on travaille qui ont des pratiques qu'ils vont mettre en œuvre. Donc, ce jour-là, ils vont faire des petites danses. L'équipe du Grand Bain monte tout un rituel. Il y a une chorégraphie qui leur est faite. On leur pose des questions. On rigole. Voilà, c'est un moment vraiment détendu. Et effectivement, il y a des enfants avec qui c'est compliqué, mais c'est pas forcément un choc de culture à ce moment-là, c'est aussi un choc que voilà, comme je dis, bah, c'est pas simple de se rencontrer donc mais ils ont préparé ça en amont avec les enseignants. Donc ils apportent un petit cadeau qu'ils ont préparé en amont. Il y a tout un tas de rituels de la rencontre qui est, comme là, c'est marrant, ma fille part en échange, au Canada, bah, il faut apporter des cadeaux, à la famille canadienne, donc il faut se demander: «Bah, tiens, quel cadeau leur plairait?» Voilà, bah, on leur demande de faire la même chose. Alors vous organisez aussi des visites de quartier, de chacun des quartiers de chacune des classes. Chaque classe montre son quotidien, à l'autre. Concrètement, qu'est-ce que les enfants donnent à voir de leur réalité, à leurs correspondants? Est-ce que tu as des exemples? Oui, alors c'est vraiment le moment très chouette. Enfin, tous les moments sont chouettes parce qu'ils montent des projets, hein, et dans les 5 rencontres, 5 journées entières où ils montent le projet, effectivement, il y a une demi-journée qui est consacrée au quartier, la visite du quartier de l'un, la visite du quartier de l'autre, qui prépare aussi en amont, pareil avec leur enseignante. Je salue encore une fois le travail des enseignantes parce que ça leur prend beaucoup de temps. Je pense que ça leur donne aussi beaucoup de plaisir et de sens, mais ça leur prend beaucoup de temps. Euh, c'est un moment qui est compliqué. C'est pour ça qu'on les accompagne d'ailleurs, les enseignantes là-dessus. C'est un moment qui est compliqué parce qu'on va pouvoir parler à certains moments de laïcité. Parce que si on fait visiter l'église, bah, qu'est-ce qu'on dit sur l'église? Est-ce que du coup on fait visiter la mosquée quand ils sont dans des quartiers nord où les enfants ont des plus fortes religions musulmanes? Donc comment on parle de ça? Comment on parle du fait que, bah, c'est pas l'entretien est pas pareil d'un quartier à un autre, le quotidien est pas forcément plus évident, donc ils en parlent de manière très naturelle. L'idée, c'est de se dire: «Où est-ce que je fais mes courses? Où est-ce que j'achète mon goûter?» Donc effectivement, parfois, on va parler de patrimoine et on va parler, de l'école, mais ils vont surtout parler de leur, ce qui les frappe, par exemple, c'est de se dire que l'école, bah, ils vont aller dans la classe de l'autre et ils vont voir: «Ah bah tiens, en fait, ta classe, elle est assez sem» en plus, c'est des classes grand bain, donc en général, ils ont plein de choses, d'outils pareils qui sont affichés au mur et tout ça. De se dire aussi, c'est quoi les points communs, quoi? C'est pas que des différences. Donc c'est intéressant de travailler sur les 2 parce qu'on parle de l'archipel, mais on parle pas non plus du commun qui existe et donc c'est aussi l'occasion de découvrir les 2. Après, il y a toujours des choses, voilà, c'est sûr que les enfants de quartiers défavorisés, des fois, se protègent par, certaines, voilà, il y avait des enfants qui leur avaient raconté qu'ils avaient une piscine et des poules chez eux et les enfants, en rentrant dans leur quartier, avec la maîtresse, avaient dit: «Mais c'est vraiment des mythos, d'où ils ont des poules chez eux? Mais c'est
mensonge, quoi. Pour eux, c'est pourquoi avoir des poules chez soi en plus? Mais voilà, c'est des questions culturelles où effectivement, et donc ça, cette année, on a mis en place des moments en non-mixité de classe, enfin en non-jumelage, où les enfants vont pouvoir avoir des temps d'échange qu'on appelle des moments de réflexivité, où on va travailler avec eux et ils vont pouvoir poser des questions, pas forcément à la maîtresse, parce que c'est parfois compliqué de se dévoiler sur ces choses-là auprès des enseignants, mais avec des sociologues ou des étudiants ou des gens de l'équipe du Grand Bain et pouvoir aborder des questions qui peuvent les avoir choqués, blessés et pouvoir en parler de manière ouverte. Je te pose quand même une question un peu frontale à ce sujet parce que certains parents peuvent, en nous écoutant, se poser la question, montrer à un enfant d'un quartier défavorisé des rues plus propres d'un quartier bourgeois, de grandes maisons individuelles, tu le disais, parfois des piscines, des jardins, c'est aussi peut-être lui montrer à cet enfant de quartier défavorisé celui qu'il n'a pas. Est-ce que ça crée de la frustration ou au contraire, bah, c'est justement le principe du grand bain, bah, de montrer la vie telle qu'elle est, même à quelques kilomètres de chez soi? Oui, moi je pense que c'est dans les 2 sens, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois, ouvrir je pense que permettre aux enfants et donc plus tard à des jeunes qui vont devenir des citoyens, leur donner la capacité de nommer, et de comprendre, ce qui est la réalité, je trouve que c'est important en fait. C'est aussi, il faut le faire accompagner. C'est pour ça que ça se fait pas, l'idée c'est pas de leur créer des frustrations ou de la colère qu'ils auront peut-être un jour par ailleurs. Parce que je pense que si eux, on leur a donner ces cartes-là et que du coup, on leur fait aussi confiance pour le fait, bah, de l'interroger et oui, peut-être un jour de se dire que, bah, c'est pas juste. Oui, il y a des injustices, mais s'ils sont capables de les nommer, qu'ils ont fait du lien aussi avec, des enfants dont c'est pas la faute, hein, c'est pas la faute des enfants, enfin les enfants des quartiers, favorisés, l'idée c'est pas de les culpabiliser donc eux aussi, ils découvrent des choses qui sont violentes. Donc enfin qui sont violentes pour un enfant et même si on y réfléchit, pour tout adulte. Donc on s'attaque à un sujet, que je trouve moi, hyper complexe et on y va avec toute l'humilité et c'est pour ça qu'on est entouré de beaucoup de chercheurs. On est très entouré, on a des sociologues, des psychologues, on a des gens qui sont à nos côtés parce que, on ne peut pas faire de choses qui soient, dangereuses pour les enfants. Il faut qu'on reste dans une zone de sécurité pour eux. Quand je parle de sécurité, psychologique, voilà, que c'est quelque chose qui est pas évident. Mais en même temps, je pense qu'on fait un travail qui est, et d'ailleurs on le voit avec les enseignantes et les retours qu'ils nous font et les parents aussi qui sont, de part et d'autre pour ceux qui s'impliquent dans le projet. Il y en a beaucoup parce qu'ils viennent, accompagner les enfants dans les sorties, ils viennent assister à la restitution de fin d'année. C'est un travail qui est nécessaire, je pense, voilà, d'authenticité, d'honnêteté, de pouvoir dire les choses, et c'est aussi un respect mutuel qu'on se doit les uns les autres, je pense. Et il faut le faire effectivement de manière, rationnelle, réfléchie, et sécurisée. Oui, vous le faites à hauteur d'enfant, les visites de quartier, souvent tu disais, c'est pas le patrimoine, c'est pas l'architecture de maison, mais c'est, où est l'épicerie, où on achète ses bonbons, où est mon école, s'il y a une bibliothèque, où est-elle? Ça le permet à chaque, groupe de se projeter dans un peu dans la vie quotidienne de l'autre. Alors on est en milieu scolaire quand même, j'ai employé plusieurs fois les mots de parcours pédagogique. J'aimerais qu'on aille un peu sur ce sujet. Dans le grand bain, tu le disais, ce n'est pas forcément pour que tout le monde devienne les meilleurs amis du monde. Mais alors, c'est quoi la vraie réussite du programme quand tu cherches à l'évaluer en fin de parcours? Un festival est organisé. C'est une fête qui réunit les enfants, mais aussi les parents, des artistes, des enseignants. Sur quels critères on évalue la réussite d'un grand bain? On est encore, je dirais, un laboratoire, hein, donc on a des ambitions. Après, on mesure effectivement, on fait une mesure d'impact social, qui est lourde et compliquée à mettre en œuvre parce qu'on fait des questionnaires, avant, après. On fait de l'évaluation, avec des observations. Il y a un chercheur en postdoc qui est avec nous, voilà. Donc ce qu'on a décidé cette année, c'est de parler, en tout cas sur les enfants, évidemment, on travaille les compétences socio-émotionnelles, hein, la question de la curiosité, la question de la confiance dans l'autre, la capacité à faire confiance et à sortir de sa zone de confort. Et cette année, on était un peu parti sur l'empathie. Et en fait, on s'est rendu compte pour plein de raisons, entre autres à cause d'un livre de Sama Karaki, moi que j'aime beaucoup, qui est neuroscientifique, mais que c'était peut-être pas la bonne recherche et donc on est parti sur le respect cette année, le respect mutuel. Qu'est-ce que c'est qu'être respecté, se sentir respecté? Qu'est-ce que c'est que de respecter l'autre?
Et je pense que déjà ça, si on arrive à ça, au bout d'un an et que les enfants, ont compris cette notion et l'ont intégrée, comme voilà un élément important de la vie, en collectivité, c'est déjà, formidable. On travaille beaucoup sur le sens et la motivation des enseignants et ça, c'est vrai aussi que c'est quelque chose qu'on mesure, voilà 95 des enseignantes nous disent que, elles retrouvent un sens et une motivation très forte, à leur travail avec le grand bain, même si par ailleurs c'est très chronophage et c'est vrai que c'est un projet qui prend du temps. Après, c'est un temps qui s'amortit, c'est-à-dire que la première année, il y a beaucoup de choses à découvrir. La deuxième année, quand elle replonge, c'est déjà beaucoup plus simple et puis après, se créer des vrais liens pour le coup et parfois des amitiés, en tout cas professionnelles entre elles et je dis «elles» parce que c'est beaucoup des femmes. Et ça, c'est vraiment aussi, quelque chose de très important parce que la relation à l'enseignant, en fait, elle est souvent un peu malmenée dans l'école aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est valorisé. Or, c'est, primordial que l'enseignant soit, imprégné de son travail et une relation à l'enfant elle découvre son élève dans d'autres situations, en fait. Donc elle le voit comme un plus seulement comme un élève qui a des bonnes notes ou des mauvaises notes et que ça peut être un problème, mais comme un enfant qui est capable de socialiser, qui, va à la rencontre de l'autre, qui, fait des activités autres parce qu'elle l'accompagne dans tous ces moments-là et ça change aussi la relation, donc ça change aussi la relation, à l'école des enfants. Il est beaucoup question de relations, un pas de côté, un pas vers l'autre. Alors j'ai pu, en préparant cette émission, lire l'étude d'impact qui a été réalisée par un cabinet Kimso, avec donc en effet de bons résultats dans l'ensemble. 82% des enfants ont aimé participer au grand bain, 73% se sont dit contents des visites de quartier, 80% contents des activités faites lors des sorties. Mais on l'a un peu dit tout à l'heure, seuls 59% des enfants se sont sentis respectés par l'autre classe. Arrêtons-nous sur ça. Ça veut dire quoi dans le cadre du grand bain? Comment ça a pu s'exprimer ou pas? Parce que ça veut dire quand même que 4 enfants sur 10 a vécu peut-être un manque de respect de l'autre classe. Alors on imagine que c'est assez subjectif. Quelle analyse fais-tu de tout ça? Alors ça, c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça qu'on a mis en place, ces ateliers parce que ça, c'est l'étude d'impact de l'an dernier. On a beaucoup retravaillé, la maquette pédagogique et les outils, entre autres ces ateliers de réflexivité. Par exemple, Simone Spera, qui est le chercheur, en postdoc avec nous, il a relevé que des enfants des quartiers, d'une école, assez favorisée avaient, considéré qu'ils n'étaient pas respectés par leurs correspondants au moment des courriers parce que les courriers contenaient beaucoup de fautes d'orthographe. Et que pour eux, en fait, quand on s'applique et qu'on est vraiment motivé par quelque chose, on fait pas de fautes d'orthographe. Mmh. Je ne dis pas par là que tous les enfants des quartiers défavorisés font des fautes d'orthographe. Je dis juste que dans ce cas-là, il y a la question de la représentation, d'une, forme de respect qui est pas la même d'un côté comme de l'autre. Et que du coup, ça crée des incompréhensions et ça crée aussi ce sentiment de pas être respecté. Et donc ça, c'est, ce qu'on a mis au travail cette année en se disant: «Bah, il faut des temps où les enfants, en fait, on peut les interroger là-dessus. Pourquoi tu t'es pas senti respecté à cause de ça? Est-ce que du coup, tu comprends aussi que tu as intégré quelque part la norme scolaire d'une certaine façon et peut-être les autres enfants pas de la même façon?» Donc voilà, d'aller travailler ces sujets-là et de travailler aussi avec eux cette notion de respect qui est pas évidente, hein. Déjà, c'est pas évident pour nous, donc on plaque pas, le respect, il est mutuel et on plaque pas forcément, sa façon de considérer le respect à, ce que les autres, enfin des enfants, qui ont une autre façon de respecter. Donc comment on parle de ça ensemble? Mmh. Et donc ça débouche sur un dialogue, et toujours avec cette notion d'apprentissage. Je me demande aussi avec les auditeurs, bah, justement, une année, c'est intense, la correspondance, les rencontres, il y a donc ce festival, ce grand moment, à la fin. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont, pour les plus grands en 6e, le collège, va pas les réunir, hein, puisqu'il y a aussi, une carte scolaire. Est-ce qu'il reste quelque chose au bout d'un an, 2 ans ou c'est trop tôt pour vous, pour le mesurer? On peut pas le mesurer aujourd'hui, on n'a pas les moyens. C'est des études qui coûtent extrêmement cher de faire des suivis de cohorte. Par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de jumeler des écoles, donc de faire qu'il puisse y avoir un suivi, sur toute la scolarité, et ça, la mairie de Marseille, s'est engagée à nous suivre, peut-être la préfecture, en tout cas l'éducation nationale aussi. Donc, voilà, en fait, on aimerait tester déjà le jumelage d'écoles, permettre qu'il y ait un suivi, d'une année sur l'autre. Après sur la question du collège, il y a une nouvelle,
y a quand même une nouveauté qui est la transition démographique. Il y a de moins en moins d'élèves, donc des collèges, il va y en avoir sans doute moins, donc on va sans doute réunir les enfants. Donc je veux dire, quelque part, on prépare aussi un peu le terrain à ce qui va se passer dans pas si longtemps que ça. Et moi, je pense que la mixité, il faut qu'elle soit désirée, on peut pas l'imposer. Donc en fait, ce qu'on fait là, c'est peut-être préparer des collèges beaucoup plus mixtes, mais qui seront, ça sera facilité par le travail qui aura été fait au primaire. Et puis, voilà, après, nous, on aimerait bien aussi faire des jumelages de collèges, hein, mais je pense que l'idée, c'est pas non plus d'être un succès d'année de la mixité et qu'il faut qu'elle se réinstalle aussi dans l'école et que le collège peut être un bon endroit pour ça. Alors certains doivent se demander, mais comment je peux participer si j'ai envie que ma classe, si je suis enseignant, parent, directeur, déjà qui décide de participer au programme et comment on peut procéder si on est Alors, c'est intéressé? complètement volontaire. C'est le bon moment pour nous le faire savoir si vous êtes volontaire. Vous allez sur le site Le Grand Bain Marseille, Le Grand Bain École Marseille, vous cherchez sur Internet, vous tombez dessus. Et il y a tout de suite, je souhaite participer, vous donnez vos coordonnées, on vous rappelle, il y a des webinaires d'information que Laura et Sophie mettent en œuvre pour informer. Et après, bah, la question, c'est de trouver, c'est de trouver l'alter ego, parce que tout ça, c'est soumis à un jumelage. Donc, il faut qu'il y ait une classe qui corresponde au niveau. En tout cas, cette année à Marseille, on s'étend déjà en métropole Aix-Marseille, donc sans doute Aix, Vitrolles, peut-être d'autres villes de la métropole. Et on aimerait bien aller à Nîmes ou à Avignon, et puis l'année prochaine dans une autre grande ville. Donc faites-nous savoir. De toute façon, nous, on est à l'écoute des besoins des territoires, hein. Donc c'est pas que Marseille aux Marseillais, même si tout part de Marseille, avec une idée d'essaimage peut-être derrière. On a employé le mot de ségrégation sociale. Alors si les gens se demandent, c'est une appellation officielle, enfin, dans le sens où on la retrouve aussi dans les documents du ministère de l'Éducation nationale. C'est un sujet éminemment politique, la mixité sociale. En 2023, le ministère de l'Éducation s'était donné l'objectif de réduire cette ségrégation de 20% d'ici à 2027. À ton avis, de là où tu es, ce que tu observes, ce sur quoi tu agis, sur quoi justement il faut agir en priorité pour que ce genre d'objectif soit réaliste? Alors, je pense qu'il y a des initiatives. euh, À Paris, il y a l'initiative de changer la carte scolaire. À Marseille, il y a la création d'une cité scolaire internationale. Donc, le fait de créer des lieux qui sont attractifs pour tous, et c'est international. Il y a beaucoup de langues, c'est pas que de l'anglais. Donc, il y a aussi des classes bilingues arabes, chinois, beaucoup de langues qui sont proposées. Et elle est implantée dans un quartier plutôt politique de la ville. Donc, du coup, elle peut être attirante attractive pour les élèves alentours. Donc, je pense que des initiatives comme ça, il faut les accompagner aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on crée ça qu'après, à l'intérieur, il y a vraiment du lien qui se fait. Et ça, voilà, euh, l'éducation nationale en est bien consciente. C'est pour ça qu'en fait, une partie de ce qu'on a fait, nous, cette année, et qu'on a travaillé avec le chercheur, va être intégrée à la maquette de formation de tous les enseignants de l'ISP d'Aix-Marseille sur ces questions de mixité, c'est-à-dire quelles sont les postures enseignantes qui favorisent cette capacité à créer du lien et vraiment de la rencontre. Mais déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça ne veut pas dire que c'est forcément réussi à chaque fois parce que c'est compliqué. Comme nous, tout le monde voilà, tâtonne un peu. Mais je pense qu'il y a une vraie prise en compte et que la question de la démographie, comme je le disais tout à l'heure, va augmenter cette question. Parce qu'à un moment, il va y avoir la question des établissements où on va rassembler des établissements, les fusionner. La question de l'enseignement privé aussi, qui est encore un autre sujet. Et elle est donc dans le grand bain. Marion Chapulu, fondatrice de l'association Citizen Corps, était dans Soluble, créatrice de ce programme. Je mets toutes les coordonnées dans la description de l'épisode, toutes les infos pour en savoir plus, et on l'a noté. Si vous souhaitez y participer, de prendre contact facilement avec l'association. Merci Marion d'être passée dans cette émission. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.